Ikhwani, salam alaikum, j'espère que vous allez bien. Alors, dans cette vidéo, Inch'Allah, nous allons faire une introduction au circuit magnétique en analogie avec la loi d'Ohm. C'est-à-dire que nous avons bien sûr le circuit électrique et nous avons le circuit magnétique. Donc, nous allons faire, c'est-à-dire une comparaison, si vous voulez, entre les deux circuits, pour voir un peu, quand on connaît un peu, c'est-à-dire comment dirais-je, la loi d'Ohm pour un circuit électrique, comment est-ce qu'on peut faire, c'est-à-dire une approche entre la loi d'Ohm au niveau d'un circuit électrique et puis une autre loi similaire à la loi d'Ohm dans un circuit magnétique. Alors, si je prends bien sûr un circuit électrique quelconque, comme on connaît tous, ce circuit électrique, bien sûr, il est soumis à un générateur de tension E, d'accord, et vous avez une certaine résistance dans ce circuit, et vous avez un courant qui va circuler dans ce circuit I. C'est-à-dire que le générateur, il va créer un courant, ce courant va traverser la résistance et nous allons créer ce qu'on appelle par la force électromotrice, d'accord, qui est égale à R fois I, qui est égale à la tension aux bornes de ma résistance. Et on sait très bien que cette résistance, plus elle est grande et plus nous allons avoir un courant qui va passer dans mon circuit qui va être faible. C'est-à-dire que comme I est égal à E sur R, donc ça veut dire que plus on augmente cette résistance et plus nous allons avoir un courant de passage qui va être faible. Alors, E c'est la source de tension de mon circuit électrique. Donc en analogie avec un circuit, c'est-à-dire magnétique, qu'est-ce que j'ai? J'ai un noyau en fer, d'accord? Ce noyau en fer, il a une certaine section, et ce noyau en fer, je vais le soumettre c'est-à-dire à une certaine tension qui va parvenir d'une bobine. Donc j'ai une bobine ici qui a N spires, et cette bobine, je vais l'alimenter par un courant I, d'accord? Et c'est-à-dire avec ce nombre de spires que vous allez avoir ici, nous allons créer ce qu'on appelle une source de champ magnétique. Et cette source de champ magnétique va me donner la force électromotrice, la force magnétomotrice, d'accord? Ici pour le circuit électrique, j'ai une force électromotrice, et pour, c'est-à-dire mon champ, c'est-à-dire, comment dirais-je, mon circuit magnétique, j'ai une source de champ magnétique qui va me donner une force magnétomotrice, et cette force magnétomotrice n'est rien d'autre que le nombre de spires de ma bobine multiplié par le courant I. D'accord? Donc si je fais déjà une analogie, une approche, si vous voulez, entre la loi d'Ohm et puis mon circuit magnétique, ici la source de tension électrique, donc là, me donne une force électromotrice E qui est égale à RI. Dans mon circuit magnétique, j'ai une source de champ magnétique créée par la bobine qui va me donner une force magnétomotrice qui est égale au nombre de spires multiplié par le courant. Donc ça, c'est, comme vous savez, c'est la source qui crée un peu le champ magnétique ici, et là, c'est la source de mon circuit électrique. Donc déjà, on a fait une analogie, si vous voulez, entre la source qui alimente mon circuit électrique et la source qui va alimenter mon circuit magnétique. Alors, bien sûr, dans le circuit électrique, nous avons ce qu'on appelle la résistance R. On va retrouver cette résistance R également, d'accord, dans, c'est-à-dire le circuit magnétique. Et cette résistance R, on va l'appeler la réductance. D'accord, c'est son nom. Et cette réductance, donc ici comme définition, je vous donne la définition de la réductance, c'est la résistance magnétique, d'accord, qui caractérise l'aptitude d'un circuit magnétique à s'opposer à sa pénétration par un champ magnétique extérieur. C'est-à-dire que ici, j'ai une perméabilité de mon noyau, cette perméabilité mu, d'accord, qui varie en fonction de la nature des matériaux. Est-ce que j'ai de l'acier, de l'aluminium, tout ce que vous voulez, d'accord? Et bien sûr, cette perméabilité, elle varie également, c'est-à-dire la donnée principale qui est l'air, par exemple, si vous avez une perméabilité qui est très faible pour l'air ou bien le vide. Donc tout ça, ce sont des données qui vont caractériser, si vous voulez, cette réductance. Et elle est caractérisée également par la longueur, c'est-à-dire le périmètre total, d'accord, de mon noyau. C'est la longueur L de mon noyau et la section, bien sûr, de mon noyau.
Donc R est égal à L sur S multiplié par cette perméabilité. Et à titre indicatif, par exemple, je vous donne la perméabilité de l'air qui est très faible, d'accord, du vide, je vais l'appeler mu0, qui est égal à 4 pi, d'accord, 10 puissance moins 7, et cette perméabilité, elle est en Tesla, mètre par ampère. Tesla, d'accord, mètre par ampère. Alors bien sûr, étant donné, si je prends un exemple très simple pour vous visualiser un peu cette perméabilité, si je prends par exemple une bobine, d'accord, une bobine que je mets comme ça, c'est-à-dire elle n'est pas sur un noyau, hein, donc ici vous avez de l'air qui traverse votre bobine, c'est-à-dire qu'elle est enroulée hein, sur aucun noyau. Donc avec cette perméabilité, la réluctance ici, elle est égale à la longueur de la bobine, d'accord, divisé par la section et multiplié par mu. Étant donné que mu, ici, elle est très faible, hein, elle est très faible, ça veut dire que vous allez avoir une réluctance ici qui est très élevée. Et si vous avez une réluctance qui est très élevée, en analogie avec la loi d'Ohm, nous allons avoir un flux, puisque ici c'est le flux qui va traverser ma section, le flux va être très faible, d'accord? Le flux va être très faible, et c'est pour ça d'ailleurs qu'on a intérêt à prendre, c'est-à-dire à bobiner, c'est-à-dire à prendre des bobines sur c'est-à-dire un noyau en fer, d'où c'est-à-dire la perméabilité, elle est assez importante. Bien. Alors, je continue. Donc, on voit qu'en analogie avec la loi d'Ohm, nous avons, c'est-à-dire R pour la résistance, nous avons la résistance dans le circuit électrique, d'accord, la résistance circuit électrique. En analogie avec le circuit magnétique, on trouve R, la réluctance, d'accord, on trouve la réluctance également, grand R. Alors, ça c'est en analogie. Et bien sûr, le courant qui traverse, c'est-à-dire le circuit électrique, ce courant I qui va traverser le circuit électrique, en analogie avec, c'est-à-dire le circuit magnétique, ça va correspondre au flux, d'accord, au flux qui va circuler dans, c'est-à-dire mon circuit magnétique. Et le flux magnétique phi, qui est en Weber, ce n'est rien d'autre que la mesure, il mesure le champ magnétique total. Puisque si je prends une section quelconque, d'accord, si je prends une section quelconque, je vais avoir un champ magnétique B total qui va traverser cette section, hein, et c'est-à-dire comment dirais-je, la somme, c'est-à-dire le total de ce champ magnétique, il va caractériser ce qu'on appelle le flux magnétique. Donc il mesure le champ magnétique total qui traverse la surface donnée. Pour une surface donnée, vous allez avoir un champ, c'est-à-dire un flux total, et ce flux caractérise le champ magnétique total. Bien. Donc, nous on voit, c'est-à-dire cette analogie. Donc, voyons maintenant, c'est-à-dire le flux normalement phi, d'accord, il est égal au champ magnétique multiplié par la section comme on a vu. Donc plus vous allez avoir une section importante, ça veut dire que vous allez avoir un flux qui va être important et vice versa. Donc la section joue un rôle très important. Donc voilà la valeur de la réluctance, voilà la valeur du phi, d'accord, et voilà la valeur, c'est-à-dire de la force magnétomotrice qui correspond, c'est-à-dire qu'il y a une analogie avec la force électromotrice au niveau, d'accord, d'un circuit électrique. Et j'ai dit tout à l'heure, donc ici je vous donne également la perméabilité magnétique, mais d'accord, c'est la capacité d'un matériau à former un champ magnétique. Hein, est-ce qu'il a la capacité ou pas de former un champ magnétique? Donc, si dans un circuit électrique, nous avons E égale à RI, d'accord, dans un champ magnétique, hein, nous allons avoir E, ça correspond à NI, d'accord, c'est ce qu'on a dit. E, ici, c'est le nombre, c'est-à-dire NI, hein, c'est le nombre, c'est le champ magnétique ici, donc je vais appeler également E ici, d'accord, NI, d'accord, pour un champ magnétique. Et faites attention, ce n'est pas égal, c'est-à-dire la valeur, d'accord, la source du champ magnétique, c'est-à-dire la force électromagnétique et magnétomotrice, pardon, hein, ce n'est pas la même valeur que la force électromotrice. Hein. Moi, je parle en analogie.
hein, ce n'est pas les mêmes valeurs. NI ici va être égal à la réluctance, d'accord, et I c'est le flux qui traverse. Hein? Donc, le plus important, c'est-à-dire que je vais déterminer le courant I qui va traverser, c'est-à-dire ma bobine, va être égal à, c'est-à-dire à, comment dirais-je, à R phi, hein, divisé par N. Voilà la valeur du courant, d'accord, qui va traverser ma bobine. Hein, il est égal à R, la réluctance, quoi, le flux, divisé par N. Hein. Alors, voyons maintenant, c'est-à-dire comment est-ce qu'on peut, comment dirais-je, c'est-à-dire déterminer la polarité, d'accord, au niveau de ma bobine. Parce que ici, au niveau de mon circuit électrique, mon générateur, il a un plus et un moins, c'est-à-dire que le sens du courant, si je pars du plus, donc il va partir dans ce sens. Je peux inverser le sens du courant si j'inverse les polarités plus-moins. Hein, donc, je vais voir au niveau de ma bobine comment est-ce que je peux, c'est-à-dire déterminer les polarités au niveau de ma bobine. Et c'est ce qui va me permettre de déterminer ce qu'on appelle par la loi de Hopkinson. Hein, cette loi de Hopkinson qui fait analogie avec la loi d'Ohm dans un circuit électrique. Donc, on va voir comment est-ce qu'on va pouvoir la déterminer. Hein, comment est-ce qu'on va pouvoir la déterminer en fonction des polarités, d'accord, de mon circuit, des bobines de mon circuit magnétique. Alors, très souvent, vous allez trouver, c'est-à-dire sur les bobines, c'est-à-dire sur un transformateur par exemple, puisque là c'est une introduction pour, c'est-à-dire parler un peu des transformateurs, vous allez trouver, c'est-à-dire si je prends un circuit quelconque, je prends un circuit magnétique quelconque, je prends c'est-à-dire un fer ferromagnétique. Ici, qu'est-ce que je vais avoir? Donc, mon noyau, je vais prendre, il va être, c'est-à-dire, je prends une bobine qui va, c'est-à-dire une seule bobine, par exemple ici, voilà, j'ai une bobine. Voilà, d'accord. Qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir un marquage, hein, à l'entrée de chaque bobine. C'est un point qui va être marqué. Je vais avoir, par exemple, ici, un point, comme ça. Hein, supposons que je prends une autre bobine. Je prends une autre bobine. Voilà. Par exemple, ici, j'ai un point. Hein, c'est-à-dire que vous allez trouver des points qui sont marqués au niveau des entrées ou sorties des bobines. D'accord? J'ai une autre bobine, par exemple, ici. J'ai, par exemple, un autre point ici. D'accord? Alors, supposons que là, j'ai, par exemple, le courant qui rentre, comme ça. C'est-à-dire j'ai un point, et au niveau de ce point, j'ai un courant qui rentre, un courant I1, d'accord, qui rentre ici, I1. J'ai un courant qui sort au niveau de la deuxième bobine, un courant qui sort comme ça. Ici, j'ai I2. Et j'ai un autre courant, par exemple, qui rentre ici, I3. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Au niveau des points, chaque courant entrant, il est positif. Donc, ici, par exemple, je mets le courant entrant, polarité positive. Entrant, positif, plus. Les courants sortants, négatifs. D'accord? Les courants sortants, négatifs. Donc, voilà comment est-ce que je vais, c'est-à-dire déterminer les différentes polarités au niveau des bobines, hein, de mon noyau. Donc, je vais avoir un point, c'est-à-dire un marquage, hein, un marquage sur chaque entrée de bobine. Alors, si par exemple le courant, il entre par ce point, hein, j'ai un courant qui va rentrer par ce point. Là, j'ai, c'est-à-dire, c'est un plus, une polarité positive. J'ai un courant qui sort, c'est une polarité négative. Alors, la loi de Hopkinson, qu'est-ce qu'elle dit, hein, puisque j'ai, c'est-à-dire, comment dirais-je, par analogie, comme on a déterminé ici, j'ai normalement NI, d'accord, j'ai NI, la force, d'accord, la force magnétomotrice, elle est égale à R, la réluctance, fois phi. Donc, si j'applique, si vous voulez, la loi, c'est-à-dire la somme c'est-à-dire la loi des nœuds, si vous voulez, vous allez avoir ici
N1, vous allez avoir N1, I1, d'accord, qui est positif. Hein, j'ai N1, I1 qui est positif puisque j'ai un courant entrant ici. Ici, j'ai un courant qui sort, moins N2, I2. Ici, j'ai un courant qui rentre, plus N3, I3 égale à R phi. Voilà la loi généralisée de Hopkinson, si vous voulez. C'est-à-dire que la somme des courants qui rentrent égale la somme des courants qui sortent. Hein, c'est la loi des nœuds, si vous voulez. Hein. Ça veut dire que ici, j'ai un courant qui rentre. Un courant qui rentre, ça veut dire I1, c'est-à-dire N1 plus I3, N3. Ici, j'ai N2, N3 qui sort, N3, I3, pardon, sortant. Hein, c'est pour ça que j'ai N1, I1 moins N2, I2 plus N3, I3 égale à R phi. Ça, c'est la loi de Hopkinson généralisée. Supposons que j'ai une seule bobine. Si j'ai une seule bobine, automatiquement, j'ai NI est égal à R phi. D'accord? Donc voilà, si vous voulez, un peu, comment est-ce qu'on peut, c'est-à-dire déterminer les polarités au niveau des bobines, par exemple, au niveau des bobines sur un noyau de fer, d'accord? Comment est-ce qu'on peut déterminer, c'est-à-dire, est-ce que j'ai un courant entrant ou bien j'ai un courant qui sort? D'accord? Donc, en général, hein, si vous voyez, la loi de Hopkinson, elle fait une analogie entre, c'est-à-dire un circuit électrique et un circuit magnétique, hein, au point de vue force électromotrice pour le circuit électrique, force magnétomotrice pour le circuit magnétique, entre le courant qui traverse le circuit et le flux, d'accord, qui va traverser mon noyau. Donc vous avez une analogie entre ces deux circuits et bien sûr, sans oublier la résistance au niveau de mon circuit électrique et la réductance au niveau de mon circuit magnétique. D'accord? Donc vous voyez que ici c'est la loi Hopkinson, donc je marque ici Hopkinson, généralisée, d'accord? Hopkinson, généralisée, d'accord, qui me donne, hein, en fonction du nombre de bobines que j'ai sur mon noyau, comment est-ce que je peux déterminer, d'accord, les polarités pour chaque bobine. Alors il nous reste une seule chose à voir, quelle est l'inductance d'une bobine, c'est-à-dire le coefficient d'inductance de la bobine. Alors bien sûr, donc je vais effacer, d'accord, je vais effacer. Donc on va voir qu'est-ce que c'est que le coefficient d'inductance, d'accord, d'une bobine. Coefficient d'inductance grand L d'une bobine. Donc normalement, la bobine, donc le noyau de la bobine, il dépend, c'est-à-dire il a une certaine réductance, donc dépend bien sûr du noyau qui est, c'est-à-dire à l'intérieur de la bobine. Donc nous allons avoir, donc nous avons une réductance, d'accord, qui dépend du noyau de la bobine, La bobine, elle a un spire, d'accord, un spire, d'accord. Et chaque spire, elle est traversée par un flux. Donc, chaque spire est traversée par un flux. Chaque spire traversée par un flux. Donc, le coefficient d'inductance grand L, il est égal au nombre de spires que j'ai, puisque chaque spire est traversé par un flux, donc multiplié par le flux, est divisé par le courant total, d'accord, qui traverse ma bobine. Là, ça, c'est le coefficient, d'accord, d'inductance de ma bobine. Donc, grand L est égal à N phi sur petit i. Hein? Et si je le fais en fonction, c'est-à-dire de la réductance, ça va être égal à N carré, d'accord, sur grand R, sur la réductance. Donc voilà la valeur de grand L, c'est-à-dire le coefficient d'inductance, c'est N phi sur grand I. Normalement, c'est-à-dire que j'ai normalement Ni, d'accord, elle est égale à R phi. Donc phi, ça veut dire qu'elle est égale à Ni sur R. Donc si je remplace phi par Ni sur R, je vais trouver que la réductance en fonction de la, c'est-à-dire le coefficient d'inductance en fonction de la réductance, il est égal à N carré sur R. Donc voilà un peu, si vous voulez,
On a parlé, c'est-à-dire de l'analogie entre le circuit magnétique et le circuit électrique. On a sorti ce qu'on appelle par la loi de Hopkinson, et cette loi de Hopkinson généralisée, on a vu également comment est-ce qu'on peut déterminer les polarités au niveau d'un circuit magnétique. Et là, en dernier lieu, on a vu ce que c'est que le coefficient, c'est-à-dire d'inductance. Donc j'espère que la vidéo va vous servir à quelque chose. Donc cette vidéo, c'est une introduction, si vous voulez, c'est-à-dire aux transformateurs, puisqu'on va parler par la suite, on va faire une série de vidéos sur les transformateurs. Donc il était impératif de commencer par cette introduction pour montrer un peu ce que c'est que la relation qui existe, d'accord, enfin l'analogie qui existe entre un circuit magnétique et un circuit. Donc, je vous remercie. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de mettre un like et on se verra pour une prochaine vidéo. D'ici là, je vous remercie. Au revoir.